On entend souvent ce vieux mythe, parfois un peu politisé d'ailleurs, qui voudrait que la Côte d'Ivoire précoloniale n'était qu'un vaste territoire vide, un grand no man's land silencieux qui n'attendait gentiment que d'être découvert. Eh bien, oubliez ça. L'argument de la Terre vierge est un faux débat absolu, une construction qui ne tient pas du tout face aux faits. La réalité qu'on va décortiquer ensemble dans cette analyse des sources, elle est 1000 fois plus riche et vibrante. On part d'un territoire qui grouillait littéralement de vie, d'échanges et de structures sociales hyper sophistiquées, et ce, bien avant l'arrivée des explorateurs européens. Et pour être clair, on ne va pas faire de spéculation aujourd'hui. On s'appuie directement sur du concret, sur une base académique solide, le programme du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny, élaboré par le professeur Gilbert Gonin. C'est fascinant parce que ces documents universitaires nous donnent les vraies clés. C'est de la donnée historique minutieusement compilée qui nous permet de plonger dans les racines profondes de ces populations, loin des clichés habituels. L'idée centrale à retenir de tous ces travaux, ce n'est pas une simple ligne du temps toute droite. C'est une véritable mosaïque de convergence. Imaginez un monde ancien, ultra connecté, agissant comme un aimant géant, où une multitude de peuples différents se sont croisés, se sont parfois affrontés, mais se sont surtout mélangés. C'est cet immense brassage culturel continu qui a bâti la région. D'ailleurs, l'objectif même de ce cours universitaire tel qu'il est présenté ici, c'est justement de mettre en lumière cette diversité incroyable. On n'est pas du tout face à des tribus isolées qui vivaient en vase clos, pas du tout. Ce que les archives montrent, c'est une ouverture historique remarquable, des alliances stratégiques et une fluidité sociale constante entre voisins. Alors, pour décrypter toute cette complexité, on va suivre 4 étapes très simples tirées du document. 1. Exhumer les traces du passé. 2. Comprendre les grandes vagues migratoires. 3. Observer les royaumes et les démocraties villageoises. Et 4. Terminer sur le moteur de tout ça, le commerce. Allez, c'est parti. Partie 1. Exhumer les traces. Archéologie et traditions orales. Comment reconstituer une histoire si ancienne sans textes antiques ? C'est un vrai travail de détective. L'archéologie dans cette région a un énorme problème naturel à gérer. L'acidité du sol. Ça ronge presque tout ce qui est organique au fil des siècles. Mais les chercheurs ne lâchent rien et ils ont réussi à retrouver des outils en pierre taillée du paléolithique et des haches polies du néolithique. Ces fameuses pierres de foudre, comme on les appelle souvent localement, constituent la preuve matérielle et indiscutable d'une présence humaine vieille de plusieurs millénaires. Mais il n'y a pas que les pierres silencieuses pour raconter l'histoire. Il y a la parole. Ces sources soulignent très clairement que les traditions orales ne sont pas de simples contes de fées ou du petit folklore. Ce sont de véritables archives, transmises méthodiquement de génération en génération. Qu'il s'agisse de récits structurés, de proverbes ou de messages complexes passés par les tambours, une fois passés au crible scientifique, ces traditions se révèlent être des preuves ultra stables qui certifient l'origine des tout premiers occupants de la Terre. Et pour bien comprendre ces peuples, il faut écouter ces récits fondateurs, qui frôlent souvent le mythe. Prenez les ancêtres Krobou, qui, selon la tradition, seraient descendus du ciel le long de chaînes mystiques, ou les Éotilés, sortant des eaux directement avec leurs filets de pêche, ou encore les Touras, émergeant des grottes de la montagne. Bon, ça semble fantastique comme ça, mais concrètement, ces histoires fonctionnaient comme de véritables titres de propriété. C'était leur façon formelle de valider leurs droits territoriaux, des droits qui étaient d'ailleurs respectés par tous les peuples venus s'installer par la suite. Et comme le montre cette analyse, ces preuves d'autochtonie résonnent vraiment partout. Que ce soit dans la vaste savane du Nord avec les ancêtres des Sénophos, ou dans les montagnes de l'Ouest avec les Touras, la trame est identique. On a la preuve formelle d'une présence humaine enracinée et continue qui vivait là paisiblement bien avant l'arrivée massive d'autres grands groupes. Ce qui nous amène à la partie 2, les vagues de migration. Comment on passe d'une forêt à un hub incontournable. Sur cette fondation très ancienne de population locale, des mouvements de population absolument massifs vont venir se superposer. Le coup identifie la formation de 4 grandes aires culturelles, Mandé, Akan, Gour et Krou. On réalise très vite que l'espace n'était pas statique du tout. C'était un réceptacle extraordinaire qui absorbait en continu d'immenses vagues migratoires venues du nord et de l'est. Le résultat ? Un métissage social d'une ampleur sans précédent dans la région. C'est d'ailleurs fascinant de décomposer la chronologie de ces bouleversements. Les tout premiers à parcourir de très longues distances, ce sont les Mandés. Et leur moteur à l'époque, c'était la quête de nouvelles ressources et de nouvelles routes commerciales. Plus tard, surtout au XVIIIe siècle, le déclencheur change du tout au tout. Les gigantesques migrations Akan, elles, ont été provoquées par des guerres et des bouleversements politiques violents dans la Gold Coast voisine. C'est littéralement la géopolitique globale de la région qui redessinait le territoire en permanence. Partie 3. Royaumes et démocraties villageoises. L'émergence d'un paysage politique hyper diversifié.
Quand on observe l'organisation spatiale sur cette carte, on voit une mosaïque éblouissante. Pas de système unique, mais une coexistence de modèles complètement différents. Au centre, on trouve des espaces très centralisés comme le puissant royaume baoulé, qui vivent juste à côté de chefferies beaucoup plus souples, comme chez les Sénoufos. Et si on remonte vers le nord, dans la savane, on tombe sur d'immenses royaumes militarisés redoutables, comme ceux de Kong et de Buna. Le contraste expliqué ici dans les sources brise pas mal d'idées reçues. D'un côté, on a des sociétés à État, pouvoir hyper centralisé, classe sociale très hiérarchisée, avec de puissants monarques. Et de l'autre, des sociétés qu'on appelle sans État. Mais attention, sans État ne veut absolument pas dire désorganisé ou chaotique. C'était en fait de véritables démocraties villageoises farouchement égalitaires. Elles étaient structurées autour du lignage, avec un système politique incroyablement subtil, la rotation démocratique du pouvoir par classe d'âge. C'était la garantie parfaite contre toute forme de tyrannie. On passe à la quatrième et dernière partie, le moteur du commerce, la connexion entre le continent et la côte. Comment toutes ces entités, aux philosophies si opposées, arrivaient-elles à interagir ? La réponse est simple, l'économie. Et on ne parle pas juste de troc local pour survivre. Le grand commerce continental a été le catalyseur absolu de ce monde-là. En connectant les peuples de la forêt dense, de la savane, jusqu'au Sahel, les routes marchandes déplaçaient des marchandises, bien sûr, mais elles forgeaient aussi des alliances matrimoniales et diffusaient pacifiquement de nouvelles spiritualités, comme l'islam, porté par les érudits et marchands d'Yula. C'est une mécanique à double échelle redoutablement efficace. Regardez bien l'organisation résumée dans ce tableau. Tout au nord, les marchands d'Yula gèrent l'immense réseau transsaharien, drainant l'or et la noix de cola. Tout au sud, à l'opposé, vous avez de puissants chefs lagunaires comme Amatifou qui orchestrent un commerce maritime très intense avec les flottes européennes. Et le vrai génie du système, ce sont les fameux marchés de contact, situés exactement à la lisière entre la forêt et la savane. Ils faisaient le pont parfait entre l'économie du désert et celle de l'océan. Mais voilà, et c'est la conclusion d'une grande gravité soulignée dans ces textes universitaires. Toute cette dynamique incroyable, construite par les populations elles-mêmes, à leur propre rythme, a connu un coup d'arrêt d'une brutalité inouïe. Le réseau a été disloqué. À la fin du XIXe siècle, très précisément avec la création de la colonie française en 1893, ce processus naturel d'évolution indigène a tout simplement été interrompu et désarticulé. C'est un bouleversement tellement fondamental qu'il constitue encore aujourd'hui, comme on le voit dans cet exercice, un sujet d'analyse universitaire de premier plan. Les étudiants dissertent toujours sur les incidences de ces migrations sur le paysage précolonial. Ça nous rappelle que l'étude de ces sociétés anciennes n'est pas juste de l'histoire morte. C'est un travail intellectuel indispensable pour comprendre d'où vient la complexité de la nation moderne. Et face à l'évidence écrasante de tout ce qu'on vient de voir, ce réseau ultra complexe de royaumes, ces démocraties villageoises avant-gardistes et ces gigantesques routes commerciales transcontinentales, on ne peut s'empêcher de se poser cette question majeure. Dans quelle mesure le tracé purement arbitraire des frontières de 1893 a-t-il bouleversé à jamais la trajectoire originelle de cette magnifique civilisation africaine interconnectée? C'est une réflexion profonde et franchement, ça donne vraiment envie de reconsidérer toute cette richesse précoloniale inexplorée avec un regard totalement neuf.